Je m'appelle Albert Rouquebert, je suis docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien. Mes domaines d'activité sont un peu variés, puisque j'ai un peu la double casquette de clinicien et de neuroscientifique. Donc j'enseigne, je fais de la thérapie en tant que clinicien, je fais des conférences, je fais de la recherche, ce qu'on appelle de la recherche-action, donc c'est de la recherche directement sur le terrain, et j'écris des livres. Les sujets sur lesquels je travaille, c'est soit des sujets cliniques, soit comment est-ce qu'on forme nos opinions, comment on change d'avis, ce qu'on appelle la flexibilité mentale et le raisonnement critique. La neuromanie, c'est prendre des connaissances de neurosciences et souvent soit les sursimplifier, soit juste en inventer pour apporter une sorte de justification biologique à des sujets sur lesquels on ne peut pas affirmer cela. Souvent, c'est fait parce qu'on a une sorte de propensité à croire que si quelque chose est biologique, c'est qu'il est plus vrai. Donc par exemple, s'il suffit juste dans un article de mettre en plus des images d'IRM, même si ces IRM ne montrent rien du tout, pour que les gens estiment que l'article est plus sérieux que pas. Et souvent, quand on va expliquer quelque chose par le cerveau de l'individu, par définition, c'est une explication qu'on appelle internalisante, c'est-à-dire qui est plus interne, qui est plus individuelle, alors que s'il y a d'autres facteurs qui sont plus externes, ils vont être un peu mis sous le tapis. Et donc c'est une tendance réductionniste à l'individu, parfois même à son cerveau, pour des enjeux qui sont souvent, où ça se joue souvent pas à l'échelle individuelle. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment comprendre et élucider nos comportements juste en étudiant le cerveau, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à croire qu'on a ce qu'on appelle une cognition incarnée, c'est-à-dire que mon comportement ne dépend pas juste de mon activité cérébrale, dépend de mon activité cérébrale qui est en interaction avec mon état corporel. Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que j'ai une douleur chronique à la jambe? Est-ce que j'ai faim? Et notre environnement. Est-ce que je suis avec des gens qui m'aiment bien? Est-ce que je suis dans un environnement que je considère comme hostile? On pense que notre comportement est vraiment le résultat de cette interaction permanente. On appelle ça des boucles de rétroaction entre mon activité cérébrale, donc ça reste très important et plein de choses ont besoin du cerveau pour être élucidées. En tout cas, on ne va pas élucider le comportement humain sans comprendre le cerveau, mais je dirais, à partir des connaissances qu'on a aujourd'hui, qui sont encore pas très bonnes, donc si ça se trouve, on va se tromper, mais pour le moment, je pense que j'aurais tendance à dire que non. Comprendre le cerveau ne suffirait pas. Pour comprendre le comportement humain, il faut voir ce cerveau, il est dans un corps qui est dans quel état, et que ce cerveau dans un corps, ils sont dans un contexte qui est comment. Je pense pas qu'on est très facilement influencé par les fake news. On essaye de comprendre le monde, et les fake news souvent apportent une réponse à des sujets qui peuvent paraître invraisemblables, ou qui sont très techniques, ou qui sont très conflictuels, très polarisés. Par exemple, on n'a pas de fake news sur quoi faire si une personne se casse le bras. On met un plâtre et tout le monde fait ça, qu'on soit complotiste, pas complotiste, New Age ou hyper scientifique. Une personne qui est myope va aller mettre des lunettes. On n'a pas de fake news sur ces sujets. C'est-à-dire, c'est intéressant, quels sont les sujets sur lesquels il y a des fake news, et c'est souvent des sujets soit qui sont très polarisés, idéologiquement, politiquement, etc., soit complexes et on ne comprend pas très bien, le cancer, la santé mentale, la nutrition, etc., soit des sujets financiers qui rapportent des sous. Tout simplement, je peux vous vendre un truc qui va décupler vos comportements. Et pourquoi ça marche? Parce que ça apporte souvent une réponse sur des choses pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et est-ce que les biais cognitifs jouent un rôle? Oui, mais c'est pas... Le rôle des biais cognitifs, il est souvent mal compris, c'est-à-dire les biais cognitifs ne sont pas une cause, c'est un moyen. Par exemple, si on prend ces 3 critères qu'on vient de prendre, imaginez que je prends le truc polarisé. Si moi je suis d'un certain bord politique, j'ai distribué des tracts, je me suis peut-être fait tabasser pendant des manifs pour cette idéologie politique, etc. Je vais avoir ce qu'on appelle un raisonnement motivé. J'ai pas envie que ma cause soit fausse. Ça veut dire que je me suis fait tabasser pour rien. On va être en dissonance cognitive et on découvre que le leader de cette idéologie est une personne corrompue. Les biais vont me permettre de me raconter une histoire pour me dire qu'en fait il n'est pas du tout corrompu et qu'on essaye de l'assassiner politiquement parce qu'il dérange. On va réorganiser le réel grâce aux biais. Mais la raison, c'est le fait que j'ai un raisonnement motivé sur ce sujet. Ou parce que je suis désespéré, ou parce que je pense que j'ai trouvé un remède miracle. Donc les biais sont plus un moyen par lequel je peux réorganiser la réalité pour soutenir soit une vision du monde, soit éviter un inconfort ou une dissonance cognitive. Nos émotions sont des sortes de boussoles, de feedback de qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre vie. Il y a une sorte de fausse croyance de croire que nos émotions sont quelque chose de néfaste.
et que sans nos émotions, ça irait mieux. Mais on a des personnes qui sont atteintes de certains troubles, qui n'ont pas accès à leurs émotions, comme par exemple dans l'anédonie. Ces personnes ne deviennent pas des super décideurs ou des super décideuses. Ils sont complètement paralysés ou bien ils s'en foutent. Si j'ai pas d'émotion, je suis en train de jouer un jeu, je perds, je gagne, on s'en fout. Par contre, il y a certaines émotions ou certains états physiologiques ou psychologiques qui vont attirer notre attention beaucoup plus parce que c'est un signal qui est important. Comme par exemple la peur ou l'anxiété. On a des raisons quasiment évolutionnistes. S'il y a un danger, il faut tout lâcher pour prêter son attention à ce danger-là. Et donc, quand on va avoir un environnement informationnel qui est très anxiogène, pour mon cerveau, c'est quelque chose auquel je dois prêter attention. Et donc, beaucoup de fake news, mais aussi de news pas fake, joue sur cette corde du danger. On le voit quand on veut faire peur sur les immigrés, quand on veut faire peur sur les médicaments, quand on veut faire peur sur tout et n'importe quoi. C'est parce que il y a une sorte d'avantage évolutionniste de prêter attention aux choses qui sont dangereuses pour pouvoir les éviter que de les ignorer. Et donc ça devient beaucoup plus difficile d'ignorer toutes les nouvelles, qu'elles soient réelles ou fausses, qui jouent sur des choses comme la peur. Plutôt que si quelqu'un dit, je sais pas, machin a gagné un prix, je vais me dire, je m'en fous. Mais si on me dit, tu risques de mourir si tu bois l'eau du robinet parce qu'on a découvert qu'elle était contaminée par, je sais pas, de l'uranium, j'invente n'importe quoi, moi je peux pas l'ignorer parce que c'est ma santé et celle de mes proches qui en jouent. Alors effectivement, on est submergé par beaucoup d'informations sur des sujets divers et variés, et il devient de plus en plus facile de créer de fausses choses avec l'intelligence artificielle. En sachant qu'on crée de fausses choses depuis toujours, on a trouvé des fake news du temps de Cléopâtre, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Je pense que le plus important pour l'esprit critique, c'est de réaliser que l'esprit critique, c'est pas une question d'individu. C'est-à-dire, si on va chacun essayer de s'armer en esprit critique, c'est déjà perdu d'avance. Je bosse sur les biais depuis 15-20 ans, j'ai autant de biais que vous ou qu'une personne lambda dans la rue. On ne peut pas avoir moins de biais. J'ai juste un meilleur esprit critique que vous sur des sujets liés aux neurosciences et à la psychologie, et vous avez un meilleur esprit critique que moi sur vos domaines d'expertise. Une grande partie de l'esprit critique repose sur la confiance, et sur déléguer et accorder des confiances à autrui. Le problème aujourd'hui, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance, parfois légitime, parfois pas, dans les institutions, dans les gouvernements, dans la vie. On a promis des choses qui ne sont pas réalisés. On a dit aux gens, si vous bossez dur, vous allez réussir. Ils ont bossé dur, ils n'ont pas réussi. On a dit aux gens, si vous suivez ce régime, vous allez être en bonne santé. Ils ne sont pas en bonne santé. On a dit, on vous protège, et après on découvre qu'il y a des éléments qu'on savait étaient pourris et il ne s'est rien passé. Je pense que ça doit commencer par là. On doit voir comment est-ce qu'on va tous ensemble dépolariser les sociétés, beaucoup plus qu'une sorte d'éducation individuelle à l'esprit critique. C'est très important d'avoir une éducation individuelle à l'esprit critique, et évidemment que je milite pour ça, je la souhaite dans les écoles, partout, mais ce serait naïf de croire que ce serait suffisant. On a fait la même erreur avec le réchauffement climatique. On s'est dit, pour résoudre le problème du réchauffement climatique, il faut faire de la pédagogie, et on est en train de réaliser que ça ne marche pas, parce que savoir ne suffit pas. Il faut créer des conditions facilitantes pour pouvoir agir. Je pense que c'est sur ce point qu'il faudrait surtout mettre l'accent. Il y a une sorte de fausse supposition, je pense qu'elle est influencée par les ordinateurs et ce truc, que nos souvenirs sont comme dans une sorte de disque dur. Que quand je vis quelque chose, je les mets dans un fichier, et quand je vais aller me rappeler de quelque chose, je vais aller relire le fichier. Mais en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. En fait, à chaque fois que vous vous souvenez de quelque chose, vous le changez à partir de qui vous êtes aujourd'hui. Vous êtes tout le temps, à chaque fois que vous touchez un souvenir, vous êtes en train de le modifier et de le colorer à partir de qui vous êtes aujourd'hui. C'est comme ça que des vacances d'enfance qui, quand vous les avez vécues, étaient moyennes, mais ce groupe de gens avec qui vous avez fait ces vacances sont devenus vos meilleurs amis. Quand vous en parlez aujourd'hui, c'est genre les meilleures vacances de vos vies. On est tout le temps en train d'altérer nos souvenirs. Tout le temps, 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 tout le temps. C'est une des choses les plus fascinantes qu'on a dans notre fonctionnement.